Merci de votre présence et nous allons tout de suite ouvrir les travaux de notre matinée. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes d'avoir bien voulu avancer l'horaire de cette audition et au-delà, vous remercier surtout pour votre disponibilité ainsi que celle de vos équipes pour échanger à nouveau avec les commissaires sur effectivement l'actualité des travaux de la Cour. Le 6 mai, nous avons eu un débat sur le rapport que vous aviez remis au Premier ministre sur les impacts du système de retraite sur la compétitivité de l'économie française et de l'emploi. Le 14 mai, nous avons pu échanger sur la note de synthèse sur la maîtrise de la progression de l'ONDAM. Et aujourd'hui, vous nous présentez le traditionnel rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, en prélude à nos travaux sur le printemps social de l'évaluation et le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, le fameux PLAX. Je vais donc vous donner, Monsieur le Premier Président, la parole tout de suite, avant que nous en venions aux questions, d'abord du rapport de notre rapporteur général, puis des orateurs de groupe qui vont ensuite se succéder. Voilà, Monsieur le Premier Président, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés. Très heureux de vous présenter l'édition 2025 du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, le fameux RALFS. En effet, on ne se quitte plus, mais c'est avec grand plaisir pour ce qui nous concerne. Je voudrais remercier le président de la 6e chambre de la Cour, Bernard Lejeune, qui est à mes côtés, ainsi que les nombreux rapporteurs qui ont contribué à la réalisation de ce rapport, sous la houlette du rapporteur général, Nicolas Fourrier, qui est là, et du rapporteur général adjoint, Axel Mébon, qui est là. Je ne peux pas nommer tous les autres. Vous savez que le rapport est assez volumineux, donc c'est pas mal de travail. J'ai en effet accepté sans problème d'avancer cette audition, mais je serai obligé de vous quitter à 10h55 précise. Vous m'en pardonnerez, car j'ai réorganisé tout, mais avec des contraintes d'autres. Mais Bernard Lejeune, au cas où, sera là pour me suppléer très avantageusement. Le RALFS constitue une obligation de la Cour dans le cadre de sa mission constitutionnelle d'assistance au Parlement et au gouvernement. Depuis 2023, notre rapport accompagne le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, vous l'avez dit, dans l'objectif de vous éclairer et d'éclairer les citoyens sur l'exécution des recettes et dépenses sociales. Et comme l'an dernier, nous avons structuré notre rapport autour de 3 axes. D'abord, une présentation de la situation financière de la sécurité sociale. Ensuite, une analyse des 6 postes de dépenses qui méritent toute notre attention, car, à notre sens, des réformes permettraient d'en améliorer l'efficacité budgétaire. Et enfin, un examen à travers 5 exemples du service rendu aux assurés sociaux. Permettez-moi d'abord de vous présenter brièvement l'avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre et du tableau de la situation patrimoniale pour 2024. Avis qui nous est demandé par la loi organique. Les tableaux d'équilibre et les tableaux de situation patrimoniale sont le compte des résultats et le compte de bilan, en gros, de la sécurité sociale. La Cour estime que ces tableaux fournissent une représentation cohérente des comptes de la sécurité sociale, sous certaines réserves qui sont explicitées dans le cadre de la certification des comptes. C'est l'occasion pour moi de vous présenter les principaux engagements justement de notre rapport de certification des comptes de la sécurité sociale. La Cour a certifié avec réserve les comptes 2024 de 4 des 5 branches de prestations du régime général de la sécurité sociale, ainsi que ceux de l'activité de recouvrement. En revanche, nous avons renouvelé notre impossibilité de certifier les comptes de la branche famille. En effet, s'agissant de celle-ci, la faiblesse du contrôle interne conduit à un montant élevé d'erreurs non corrigées. Elle représente tout de même 6,3 milliards d'euros de versements qui sont des indus, c'est-à-dire des erreurs qui ne seront jamais régularisées et qui représentent 8% du montant total des prestations. Elles concernent notamment le RSA, la prime d'activité, les aides au logement. La branche famille a certes engagé des actions de redressement depuis le second semestre 2023. C'est une bonne volonté que nous apprécions, mais ces efforts n'ont pas été suffisants et n'ont pas encore pleinement produit leurs effets sur l'exercice 2024, d'où l'impossibilité de certification que vous observez. Les autres branches voient leurs comptes certifiés avec réserve, car il y a encore des erreurs importantes et significatives, par exemple 3,3 milliards d'euros sur les règlements de frais de santé dans la branche maladie. La branche vieillesse connaît des améliorations que nous avons notées. En 2024,
une prestation de retraite sur 10 attribuée à d'anciens salariés comporte une erreur financière. C'est un constat qui s'améliore, puisque c'était une prestation sur 8 en 2023. Au total, le rapport de certification insiste sur plusieurs chantiers prioritaires pour améliorer la fiabilité des comptes du régime général de la sécurité sociale en 2025. Il faut lever les trop nombreuses réserves encore identifiées par la Cour. Alors, dans la salle d'à côté, il y a quelques semaines, j'ai poussé un coup de gueule qui a été noté, exprimé une colère par rapport à la certification des comptes de l'État, alors que nous n'émettions que, si j'ose dire, des réserves. Là, je suis plus tempéré, comme vous le voyez, alors que nous refusons de certifier la branche famille. Pourquoi cette différence de ton? Pas parce que je me serais énervé à côté et calmé ici. Je n'étais pas énervé à côté, je ne suis pas spécialement calme là. C'est simplement parce qu'il y a une différence de comportement. Dans un cas, nous constatons que l'État n'a pas manifesté du tout de volonté de traiter cette question de la certification, et dans l'autre, nous constatons qu'il y a une volonté de le faire, mais pas tout à fait une capacité. Ce que je note, et avec satisfaction, c'est que le gouvernement, dans sa réponse au rapport, a indiqué n'avoir quasiment aucun point de désaccord avec la Cour. Il s'est engagé à établir une trajectoire pour lever progressivement ces réserves. Je me réjouis donc que nos analyses soient entendues, mais bien sûr, il faut désormais que ça se traduise par des améliorations concrètes. Par tempérament, je suis plutôt un homme confiant, mais il faut que à la confiance réponde l'action. Donc voilà l'état d'esprit, mais je dois dire que la réponse des ministres était engagée, engageante. Maintenant, il faut qu'elle soit suivie de résultats. Je vous propose à présent de vous présenter la première partie du RALF, qui porte sur la situation financière de la sécurité sociale, qui est, comme vous l'imaginez, comme vous le savez plutôt, particulièrement alarmante. J'ai parlé d'année noire pour les finances publiques en 2024, et ça vaut pour la sécurité sociale, dont le financement n'est plus assuré à terme, sauf mesures vigoureuses de redressement. Pour 2024, la LFSS prévoyait un déficit stable par rapport à 2023, ce qui était déjà peu ambitieux, mais en réalité, ce déficit s'est creusé de près de 50% par rapport à cette prévision. Il a atteint 15,3 milliards d'euros en 2024. Pour 2025, le déficit prévu était encore plus élevé, vous le savez, à hauteur de 22 milliards d'euros. Et donc, il faut que chacun se rende compte de la gravité de la situation. Entre 2023 et 2025, le déficit de la sécurité sociale, mesdames et messieurs les députés, aura plus que doublé. La dégradation que nous avons connue en 2024, je l'ai dit sur les comptes publics en général, je le dis sur la Sécu aussi, est inédite hors période de crise, car nous n'étions pas en crise. Donald Trump n'était même pas élu. Et il y a deux phénomènes bien identifiés. D'abord, les prévisions de croissance et de recettes ont été optimistes. Le rendement de la TVA apparaît particulièrement en retrait par rapport aux prévisions. Et seconde cause de déficit, c'est l'absence, une nouvelle fois, de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Cette branche porte désormais à elle seule 90% du déficit total de la sécurité sociale. En conséquence, l'Ondam n'a pas été respecté pour la 4e année consécutive. Il a dépassé la prévision d'environ 1,3 milliard d'euros. Entre 2023 et 2024, il a, hors Covid, progressé de 3,4%, avec une forte hausse des dépenses de soins de ville de 5 milliards d'euros, qui reflète une absence totale de pilotage. Le déficit des hôpitaux atteint près de 3 milliards d'euros, c'est un creusement d'1 milliard d'euros en un an, et leur modèle économique est devenu financièrement insoutenable. 2 tiers des hôpitaux publics, 2 tiers, sont désormais en déficit. Ainsi, 1 milliard d'euros des mesures de maîtrise de dépenses qui étaient prévues l'an dernier dans le champ de l'Ondam n'a pas été réalisé, et l'année prochaine, l'année actuelle, risque d'être encore plus difficile, puisque les mesures nouvelles pour 2025 atteignent 6,2 milliards d'euros, ce qui implique des mesures d'économie de 4,3 milliards d'euros, un niveau jamais atteint auparavant, et nous ne savons pas bien comment cela se passera. Au-delà de l'assurance maladie, nous faisons également le point sur les autres branches, en particulier celle des retraites, qui concentre le reste du déficit. Je ne vais pas y revenir, car nos analyses ont été contenues dans 2 rapports sur les retraites que je vous ai présentés. Au global, nous avions parlé l'an dernier d'un point de bascule en 2027. 2027, c'est l'année où le déficit deviendrait supérieur à la capacité d'amortissement de la Cades. Et ce constat est en fait plus grave. Le point de bascule est atteint dès cette année, avec une prévision de déficit pour 2027 supérieure d'1 tiers à ce qu'elle était en 2024. Alors la succession des déficits conduit arithmétiquement à accumuler une dette sociale qui n'est pas financée. En 2028,
La dette sociale devrait avoisiner les 175 milliards d'euros, dont une majorité reposerait non plus sur la Cades, mais sur l'ACOS, dont la mission n'est pas de financer la dette à moyen et long terme. C'est mécanique. Ça conduit à un risque de plus en plus sérieux de crise de liquidité que nous pointons. La taille du marché sur lequel l'ACOS se finance pourrait ne pas être suffisante pour absorber un volume d'emprunt aussi important, et c'est un risque qui pourrait se matérialiser dès 2027. Alors ça a fait choc, cette formule, quand nous l'avons dite, mais ce n'était pas le but, c'est la réalité. Alors que faire? Nous avons publié il y a quelques semaines une note structurelle sur l'assurance maladie que je vous ai présentée, qui proposait, vous vous en souvenez, des réformes qui permettraient d'économiser environ 20 milliards d'euros. Ce sont de premières pistes d'économie et vous en trouverez d'autres dans ce RALFS. Nos efforts doivent se concentrer sur la maîtrise des dépenses d'assurance maladie afin de tenir à minima les objectifs fixés par la loi. Concernant la CADES, une solution pourrait être de prolonger sa durée de vie qui s'éteint en 2033. Je vous rappelle toutefois, sans m'étendre, que ça nécessite une loi organique. Mais d'abord, permettez-moi de revenir sur les analyses qui clôturent la première partie de ce RALFS, qui est l'examen d'un dispositif central pour l'emploi en France, les allègements généraux de cotisations sociales. Sujet discuté et pour certains controversé. Ce dispositif, vous le savez, bénéficie principalement aux salaires au niveau du SMIC. Ça fait plus de 30 ans qu'on l'a créé et ces exonérations ont représenté en 2023 plus de 77 milliards d'euros. Alors elles ont permis un allègement du coût du travail sur les bas salaires, sans appauvrir les salariés. Si elles étaient supprimées, je raisonne comme ça parce que j'entends parfois « occupez-vous des recettes », etc., 1 million d'emplois pourraient être détruits qui sont justement des bas salaires. Toutefois, dire ça, ce n'est pas l'argument qui tue. Ces allègements sont insuffisamment pilotés et évalués puisque leur coût a augmenté de 18 milliards d'euros ces 3 dernières années sous le seul effet de l'inflation. Et ça fragilise le financement de la protection sociale car ça la prive de ressources. Nous proposons de revoir les modalités de ce dispositif d'allègement pour en réduire le coût. S'agissant du dispositif d'allègement sur les bas salaires, une réforme est prévue pour l'année prochaine. Ce n'est pas notre rôle de préempter les arbitrages qui seront faits. En revanche, nous suivons une chose, c'est qu'il est indispensable de mieux calibrer le plafond d'éligibilité, l'assiette de calcul et la dégressivité de ces allègements généraux. L'intégration de ces éléments dans le calcul doit être également examinée. Nous avons aussi examiné un autre dispositif d'allègement de cotisation qui s'applique aux cotisations famille, y compris sur les salaires élevés cette fois-ci. Les évaluations n'ont pas en fait démontré l'efficacité de ces exonérations sur l'emploi et la compétitivité, contrairement aux autres, en ce qui concerne les salaires élevés. Plusieurs milliards d'euros d'économies pourraient être obtenus en réduisant le plafond d'exonération de ces allègements famille de 3,3 SMIC à 2,5 SMIC. J'en arrive à la deuxième partie du RALFS, à travers laquelle nous examinons 6 postes de dépenses dont l'évolution a eu des incidences importantes sur les déficits sociaux. D'abord, nous nous penchons sur l'intérim paramédical. L'année dernière, nous parlions de l'intérim médical. Or, les professions paramédicales sont également concernées par cette percée de l'intérim, en particulier les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les aides-soignants. C'est devenu une pratique de plus en plus courante. La dépense est pour l'instant limitée, mais elle a été multipliée par plus de 3 depuis 2019 dans nos hôpitaux, pour atteindre près de 500 millions d'euros en 2023. Le problème, c'est que le coût horaire d'un intérimaire dépasse de 50 à 130 % celui du personnel équivalent de l'hôpital où il exerce, et cette hausse dérègle aussi la gestion des ressources humaines des hôpitaux. C'est pourquoi, à notre sens, la maîtrise de l'intérim paramédical est indispensable en contrôlant les situations de cumul d'emploi et en plafonnant les rémunérations des intérimaires. Et au-delà, il faut traiter bien sûr les causes structurelles en améliorant la formation des professionnels paramédicaux, en régulant la concurrence entre établissements pour attirer les nouveaux diplômés et en développant l'attractivité des hôpitaux. Toujours à l'hôpital, un chapitre est consacré au personnel non soignant, thème proposé par les citoyens sur notre plateforme de participation citoyenne. Un constat s'impose d'emblée, alors qu'on entend souvent qu'au sein des hôpitaux publics, il y aurait une proportion trop importante de personnel administratif par rapport aux pays comparables aux cliniques privées. Donc c'est la thèse de la bureaucratie qui empêche de soigner et qui coûte extrêmement cher. Ce n'est pas ce qu'on voit en réalité. Les comparaisons qu'on voit circuler ne sont pas valables. Il n'y a pas de cadre statistique fiable pour définir les personnels non soignants. En 2023, selon une acception large, nos hôpitaux publics comptaient 29 % de personnel non soignant.
après retraitement, cette proportion est similaire à celle de l'Allemagne. Et donc il ne faut pas aller trop vite. Ce n'est pas non plus la solution magique. Vous savez, comme ça, certains disent c'est formidable, on n'a qu'à supprimer les personnels administratifs, créer les personnels soignants et boum, tout est arrangé. C'est pas vrai. En réalité, enfin d'après nous. Et je veux d'ailleurs rappeler que ces personnels sont indispensables au parcours des patients et la Cour appelle régulièrement à recentrer les soignants vers leur cœur de métier. Pour ça, il faut des fonctions support qui fonctionnent. Donc là-dessus, franchement, voilà, la réponse de la Cour est celle-là. Vous la prenez comme vous voulez dans votre débat, mais c'est ce que nous pensons. Il y a des pistes d'amélioration tout de même. La performance des personnels administratifs devrait pouvoir comparer entre hôpitaux. Les services doublonnés entre plusieurs établissements devraient pouvoir être mutualisés. Et par ailleurs, les fonctions support doivent évidemment être modernisées en utilisant mieux le numérique et l'intelligence artificielle. Pour autant, je le répète, améliorer les fonctions support ne sera pas le remède magique à toutes les difficultés de l'hôpital. Troisième poste de dépense analysé, le RALS fait un bilan de la gestion des stocks stratégiques de masques, sujet au cœur des préoccupations durant la crise sanitaire. En janvier 2024, ce stock était tout de même de 2,1 milliards de masques. C'est un stock important, mais il est vieillissant. 700 millions d'entre eux sont déjà périmés, du moins considérés comme périmés, et la totalité des masques acquis durant la crise sera périmée l'année prochaine. Mais le renouvellement du stock est en cours et devrait être réalisé d'ici 2029, si les fournisseurs français livrent les masques commandés en temps et heure. Avec la saturation des plateformes de stockage dès 2026, la question de la destruction des masques périmés va se poser de façon de plus en plus aiguë. Mais des études américaines ont constaté qu'ils perdent leur efficacité après 5 ans. La péremption serait liée à la rupture plus fréquente des élastiques. Ça invite à analyser, en réalité, quand des masques jugés périmés deviennent réellement inutilisables et quand ils doivent être détruits pour laisser de la place. C'est peut-être un peu subtil, mais c'est vrai. Voilà. Vous l'avez traduit en meilleur français, ou plus simple que la Cour, vous savez, à son langage. Et au-delà, la doctrine du ministère reste assez peu étayée. Un nouvel objectif de stockage de 2 milliards de masques a été fixé en 2024, mais on n'a pas précisé ce qu'étaient les populations cibles et les conditions de répartition. Il faut une gestion tournante et pas dormante de ce stock, ce qui permettrait de transférer les masques gratuitement aux hôpitaux avant péremption plutôt que d'avoir à les détruire. Par ailleurs, le RALS comprend 2 chapitres dédiés à la branche retraite, après notre rapport. Le premier traite du cumul emploi-retraite, qui permet à un retraité d'exercer une activité rémunérée. Environ 710 000 personnes en bénéficient. Leur nombre a augmenté de 75% depuis 2009, 3 fois plus vite que celle des retraites de leur tranche d'âge. Les règles sont très complexes qui encadrent le cumul. Elles sont avantageuses en France par rapport aux autres pays européens. Le cumul est intégral, sans plafond de revenus, pour 90% des cumulants. Et dans les autres pays, ce qu'on observe, c'est que la retraite est en règle générale diminuée ou supprimée tant que l'âge d'obtention automatique du taux de retraite plein n'est pas atteint. Nous avons retenu plusieurs enseignements de l'analyse des personnes en situation de cumul. En réalité, les profils des retraités qui complètent une pension modeste par des activités ponctuelles ou qui prolongent leur activité après 67 ans est minoritaire. Le plus grand nombre est constitué de cadres encore actifs, de personnes qui, ayant commencé à travailler tôt, bénéficient d'un dispositif de retraite pour carrière longue. Et donc, nous pensons que la réglementation sur le cumul a besoin d'une remise en ordre. Plusieurs pistes sont possibles, notamment celle de réserver le cumul sans plafond de revenus aux personnes qui ont atteint 67 ans, ce qui est encore très jeune. J'ai 67 ans. Un second chapitre est consacré aux retraites. Il s'agit d'un sujet sensible, la fraude aux retraites versées à l'étranger. Sujet aussi issu de notre plateforme citoyenne. Le nombre de pensionnés concernés au régime général est de 1,1 million pour 3,9 milliards d'euros de pensions versées. Parmi eux, 900 000 perçoivent une retraite complémentaire pour un montant de 2 milliards d'euros. Les retraités se concentrent dans 6 pays, la moitié en Europe, 40% en Afrique du Nord, comme on dit. Ces pensions sont sujettes à des fraudes spécifiques, notamment, ce qui est très sympathique, le décès non déclaré du bénéficiaire. Alors, cette fraude semble mieux contrôlée depuis notre dernier rapport sur le sujet en 2017, mais là aussi, il y a des améliorations possibles. Le coût annuel de la fraude reste encore estimé entre 40 et 80 millions d'euros pour l'Algérie, premier pays de destination des retraités, autour de 12 millions d'euros pour le Maroc. Et l'objectif, c'est d'intensifier le recours au contrôle physique d'existence dans ces 2 pays, en s'appuyant notamment sur des partenaires locaux.
Par ailleurs, la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées doit faire l'objet de contrôles dédiés, même si il ne faut pas avoir un préjugé général sur la question. Les indus sont un autre sujet central pour la confiance dans notre sécurité sociale. Ça correspond aux sommes qui sont versées à tort par les caisses de sécurité sociale aux assurés. Ça peut résulter d'erreurs, d'omissions, mais aussi de fraude volontaire. En 2023, leur montant a atteint tout de même près de 19 milliards d'euros pour les 4 principales branches du régime général, soit près de 5% des prestations versées. 10 milliards sont détectés grâce au contrôle, le reste est seulement estimé. Globalement, les indus détectés sont plutôt bien récupérés, mais les indus non détectés, ça paraît de la palissade, sont encore bien trop nombreux et donc moins récupérés, puisqu'ils ne sont pas détectés. C'est fait quand même 8,6 milliards d'euros, majoritairement au sein de la branche famille, d'où la non-certification pour 6,3. Il nous faut agir à plusieurs niveaux, améliorer la formation des assurés et professionnels de santé sur leurs déclarations, améliorer les outils à la disposition des caisses, renforcer les contrôles. Et lorsque l'indu est constaté, il faut en améliorer le recouvrement, ce qui passe par une meilleure mobilisation des 4000 agents dont c'est le métier. Un dernier sujet concerne les participations et franchises forfaitaires en tiers payants dues par les assurés, par exemple pour l'achat de boîtes de médicaments. La CNAM n'a que partiellement repris le recouvrement en 2023. La branche gagnerait entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an si tous les montants dus étaient recouvrés. Je passe maintenant, si vous le permettez, à la deuxième partie du rapport qui porte sur 5 exemples d'amélioration possible de la qualité de la dépense sociale et du service rendu aux assurés, parce que nous sommes persuadés, je suis persuadé, qu'on peut faire des économies dans le domaine de la sécurité sociale, en améliorant, je ne dis pas seulement sans réduire, en améliorant le service rendu aux assurés. Il faut arrêter de considérer dans ce pays que toute économie est un appauvrissement ou une austérité. C'est plutôt un effort nécessaire, et si la qualité de la dépense s'améliore, la qualité du service s'améliore aussi. Ça, c'est notre philosophie, c'est la mienne. Pas de rabot, pas de tronçonneuse, mais des économies intelligentes. Nous sommes d'abord intéressés à la branche la plus récente de la sécurité sociale, créée en 2020, pour prendre en charge la perte d'autonomie des personnes âgées en situation de handicap. Ça fait quand même 90 milliards d'euros cette année, dont près des 2 tiers financés par la Sécu. Le premier bilan de la création d'une nouvelle branche, qui a eu des vertus indéniables, est toutefois insatisfaisant, parce que nous constatons qu'il y a de très fortes disparités territoriales, mais je ne vous surprends pas, qui existent dans les prestations. Le montant moyen de l'APA varie du simple au double selon les départements en fonction des conditions d'octroi et des montants alloués. Par ailleurs, l'autorisation, le financement, le contrôle des EHPAD sont fragmentés. La branche alloue des financements aux départements qui sont devenus illisibles. En clair, le vieillissement est un enjeu central pour notre pays dans les prochaines années, on le sait, et il n'est pas encore correctement pris en compte. Et pour preuve, la branche, comme l'État, ne dispose d'aucune projection de besoins au-delà de 2028. Le gouvernement considère que jusqu'en 2030, le virage domiciliaire qu'il appelle le CVE devrait suffire. Mais pour ça, il faudrait considérablement renforcer le secteur de l'aide à domicile. Le pilotage des EHPAD devrait aussi être réformé. Autre chapitre sur le volet amélioration des dépenses, nous nous sommes intéressés à un maillon essentiel du soin en France, nos quelques 20 500 pharmacies d'officine. Un constat d'abord. Nous sommes quand même un pays où il y a beaucoup de pharmacies, notamment en milieu urbain. Il suffit de se promener où que ce soit dans le monde pour le constater. Mais nous perdons en moyenne plus de 200 pharmacies chaque année depuis 2015. Et là, le problème, c'est que ce sont les zones rurales qui sont les plus fortement touchées, parce que ces pharmacies peinent à attirer des repreneurs. L'État a mis en place récemment des dispositifs pour y remédier, mais encore pas très efficaces. Il faut soutenir les officines fragiles en évitant tout effet d'aubaine. Les règles trop rigides d'installation des officines pourraient également être repensées. Le réseau officinal est d'autant plus indispensable que, vous le savez, les pharmaciens ne cessent de voir s'étendre leur rôle dans l'accès aux soins. Par exemple, ils ont été autorisés à vacciner contre la grippe, puis contre la Covid-19. Ils peuvent dépister les angines, les cystites bactériennes, délivrer des antibiotiques. Et c'est un véritable succès, ces nouvelles missions. Mais elles ne représentent que 4% de la rémunération des officines. Et nous appelons à généraliser les expérimentations en cours en la matière et à rééquilibrer les conditions de rémunération pour une incitation à développer cette offre et donc aussi l'installation. Il nous faut porter une attention particulière aux risques qui pèsent sur le financement de ce secteur,
Il y a un danger qui est lié à la financiarisation, qui n'est pas encore avéré, puisque seuls des pharmaciens peuvent intégrer le capital d'une officine. Toutefois, faute de financement, des jeunes pharmaciens ont de plus en plus recours à des fonds d'investissement privés qui peuvent altérer l'indépendance des professionnels par une recherche de la rentabilité maximale. Nous connaissons tous ces espèces d'usines qui s'appellent pharmacies, mais qui en ont surtout le nom. Ce sont des pharmacies, mais aussi des supermarchés, en vérité. Et donc, il faut renforcer le contrôle de cet enjeu par l'ordre des pharmaciens pour préserver l'indépendance de nos pharmaciens. La sécurité sociale est également responsable d'un service public devenu essentiel dans la vie de certaines familles, les pensions alimentaires, mise en place en 2017, fondée sur l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, qui a récupéré près de 300 millions d'euros d'impayés et reversé 300 millions d'euros payés à bonne échéance. Le besoin est toujours très mal mesuré. Le nombre de divorces n'est plus connu des pouvoirs publics, avec la généralisation des divorces par consentement mutuel. Il en va de même pour les dissolutions de PACS, les ruptures d'union libre. Nous appelons à une meilleure collecte statistique. Par ailleurs, pour un public souvent fragile du point de vue financier, l'ARIPA est en deçà des attentes. Les taux d'erreur, les délais de réponse notamment, sont trop importants. Nous sommes également intéressés au sujet des pensions d'invalidité, qui sont versées aux personnes dont la capacité de travail est réduite à cause d'un accident, d'une maladie, qui ne sont pas d'origine professionnelle. 800 000 personnes en ont bénéficié en 2023, dont une majorité de femmes. Leur nombre est en hausse. Près de 10 milliards d'euros au total sont consacrés à l'invalidité. Dispositif évidemment indispensable pour les personnes concernées, mais qui reste mal piloté par les pouvoirs publics, avec là encore des disparités territoriales extrêmement importantes, puisque le taux de personnes en invalidité va du simple au triple selon les départements, et le taux d'acceptation des demandes de 30 à 85% selon les départements. En outre, la capacité à occuper un emploi, qui est le concept central dans le versement des pensions, n'est pas assez fréquemment réévaluée. Moins de 3% des pensions ont été réexaminées en 2023. On estime qu'il y a 21% des personnes jugées incapables d'occuper un emploi qui cumulent pourtant leur pension avec une activité professionnelle. Et le retour à l'emploi, qui d'ailleurs est valorisant pour les personnes en situation d'invalidité, supposerait un concours plus actif des employeurs pour procéder à des adaptations de postes, à des reclassements, comme en Belgique ou aux Pays-Bas. Tout le monde est là concerné, même des organisations comme celle que je préside, où on aimerait avoir plus de personnes invalides. J'en arrive au dernier chapitre du RALF, qui est consacré à nouveau au sujet des retraites, cette fois-ci celle des artistes auteurs, qui tirent des revenus de leur création. C'est une population diverse, de moins de 400 000 personnes, avec des revenus qui sont généralement faibles et complétés par d'autres activités. L'URSSAF a repris depuis 2019 le recouvrement des retraites de cette population, après de graves dysfonctionnements constatés pour une des deux associations agréées par l'État, qui en avait la responsabilité. Ces associations ont fusionné pour former la sécurité sociale des artistes auteurs. Après une première phase assez chaotique, disons que la situation se normalise, mais la réforme devrait être parachevée dans une perspective de simplification et d'amélioration de la qualité du service. Voilà, mesdames et messieurs les députés, pour la description aussi rapide que possible des différents chapitres du RALF. J'étais un peu vite, mais j'ai voulu aussi ménager du temps pour nos échanges. Je mesure et j'espère que vous voyez toute l'étendue de ce rapport, tout son apport dans le débat public pour améliorer le financement de notre sécurité sociale, qui est dans une situation financière très alarmante. Avant de terminer, je voudrais alerter une nouvelle fois sur l'urgence pour notre sécurité sociale d'entreprendre des réformes qui doivent permettre une résorption progressive, mais résolue, de son déficit. Nous avons, au travers de ce RALF, mais aussi de précédents rapports, et nous le ferons dans d'autres rapports, proposé de nombreuses pistes de réforme pour maîtriser la dépense. Et ce, sans jamais peser sur les assurés, ni sur la qualité de la dépense sociale, qu'au contraire, on peut renforcer. Le service public de la sécurité sociale, dont nous célébrons cette année le 80e anniversaire, c'est un trésor national. Il est au cœur de notre pacte social. Et on ne doit pas l'ébranler, le fragiliser, le fissurer. Mais ébranler, fragiliser, fissurer, il l'est parce qu'il n'est pas assez réformé. L'accumulation de déficits non maîtrisés fait peser sur lui un risque majeur et amoindrit la confiance de nos concitoyens dans la sécurité sociale. Ce n'est pas la sécurité sociale qui est un problème et qui crée en soi de la dette. C'est la dette qui mine la sécurité sociale.
une perspective doit être urgemment donnée sur les conditions de résorption de la dette sociale. J'ai donné les échéances 2027-2028. Nous devons être très vigilants à ce que un quelconque défaut ou une crise de liquidité ne se produise pas à cette échéance. Les modalités du financement de cette dette doivent être rapidement définies sous peine d'une profonde fragilisation, d'un véritable ébranlement de notre modèle social auquel nous sommes tous, avec nos convictions différentes, attachés. Merci pour votre attention. Je me tiens, ainsi que l'équipe de magistrats, au premier chef, le président Lejeune, qui a fait un travail de bénédictin avec celles et ceux qui l'entourent, pour répondre à vos interrogations. Je ne sais pas si il faut spécialement valoriser le travail de bénédictin, mais c'est une expression. Il y a d'autres personnes qui travaillent que les bénédictins. Je ne vais pas me lancer dans des considérations oiseuses sur le sujet. On a tous compris. Qui m'entraînerait loin et me ferait faire des gaffes. On a tous compris. Très bien, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup de cet exposé qui vient effectivement dans le droit fil des alertes déjà dressées devant notre commission, venir compléter et actualiser surtout le panorama qui est le vôtre. Je vais tout de suite donner la parole à notre rapporteur général Thibault Bazin pour une première série d'interrogations. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, je vous remercie pour la présentation de ce rapport. La Cour des comptes dresse un tableau effectivement alarmant de la situation financière de la sécurité sociale en 2024 et 2025. Le déficit des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse a atteint 15,3 milliards en 2024 et devrait encore s'aggraver pour dépasser 22 milliards en 2025. Ce déficit est particulièrement préoccupant car les prévisions pour 2025 reposent sur des hypothèses de croissance et de reprise de l'emploi jugées optimistes par la Cour. Cela laisse craindre que le déficit réel puisse se révéler encore plus élevé si ces hypothèses ne se concrétisaient pas. La branche maladie, vous l'avez dit, concentre l'essentiel de ce déficit, près de 90% en 2024, tandis que la branche vieillesse voit également sa situation se détériorer, malgré la réforme de 2023. Le rapport met aussi en lumière l'accumulation préoccupante de la dette sociale qui découle de ces déficits non maîtrisés. La dette portée par l'ACOSS, qui regroupe la dette à court terme de la sécurité sociale, devrait fortement progresser pour dépasser 110 milliards en 2028. Au total, la dette sociale consolidée atteindrait 180 milliards en 2028, si aucune mesure de redressement structurel n'était engagée. La Cour souligne que ce phénomène est alimenté par un effet boule de neige. Les déficits chroniques de la branche maladie et l'alourdissement des dépenses de la branche vieillesse conduisent à un recours accru aux avances de trésorerie de l'ACOSS, qui génèrent à leur tour des charges d'intérêt et aggravent encore la dette. Ce cercle vicieux, et même infernal, menace non seulement la soutenabilité à long terme de notre système de protection sociale, mais l'expose à ce que vous appelez un risque de liquidité. Monsieur le Premier Président, ma première question est la suivante. Sur quels critères objectifs la Cour se fonde-t-elle pour considérer qu'un endettement supérieur à 70 milliards pourrait poser un problème de liquidité pour l'ACOSS et menacer sa capacité à faire face à ses engagements à court terme? Y a-t-il eu des alertes particulières de la part de l'ACOSS ou des marchés financiers quant à ce seuil que vous évoquez dans votre rapport? Pourriez-vous préciser vos propos sur la taille de marché? Pour rompre cette dynamique, la Cour appelle à des mesures urgentes et ambitieuses. Je ciblerai mes questions sur 5 sujets précis. Premièrement, sur la question des allègements généraux. La Cour relève la nécessité de mieux encadrer les allègements généraux de cotisations sociales et clarifier la compensation des pertes de recettes par l'État. Vous estimez que depuis 2019, la sous-compensation des allègements généraux par l'État a contribué à accroître la dette sociale d'environ 18 milliards. Monsieur le Premier Président, quelles pistes concrètes préconisez-vous pour un pilotage plus précis et une meilleure évaluation de ces dispositifs, tout en limitant leur incidence réelle sur l'emploi? Pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par mieux calibrer les plafonds et les assiettes de calcul? Deuxièmement, sur le sujet du cumul emploi-retraite, la Cour souligne dans son rapport que la réglementation française du cumul emploi-retraite apparaît plus accommodante et moins restrictive que celle des autres pays comparables, mais qu'elle génère des coûts élevés et des incohérences. Avez-vous estimé précisément ces coûts? Et j'ajoute, au regard des cotisations versées par ces retraités actifs, considérez-vous qu'une simplification et une clarification des règles, plutôt qu'un durcissement, permettrait de préserver les avantages économiques et sociaux du cumul emploi-retraite tout en réduisant son coût pour les régimes de retraite? Quatrièmement, il ressort du chapitre 10, consacré à un premier bilan de la création de la branche autonomie, que la réforme est encore inaboutie sur de nombreux aspects. Je suis particulièrement
interpellé par les constats relatifs à la non-consommation des crédits quand on connaît les besoins de financement du secteur. La CNSA semble avoir de grandes difficultés à obtenir des remontées de données fiables et en temps réel de la part de ses partenaires, agences régionales de santé et départements, et n'est dès lors pas en mesure de piloter finement ses dépenses. Pourriez-vous nous en dire plus? Comment cet enjeu s'articule-t-il avec la recommandation de la Cour relative à une clarification des compétences entre CNSA, ARS, département, selon la logique du financeur-décideur? Et n'y a-t-il pas un risque d'un déploiement à deux vitesses avec de l'inéquité territoriale? Enfin, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, la Cour évoque les risques de fragilisation du modèle de la pharmacie d'officine. Vous constatez notamment que la financiarisation du modèle officinal, via le développement des sociétés de participation financière de profession libérale, fragilise l'indépendance des pharmaciens titulaires. Quelles pistes concrètes la Cour recommande-t-elle pour renforcer les contrôles sur les participations financières et garantir la transparence des prises de participation, notamment dans les zones rurales que vous avez évoquées, où l'accès aux soins est déjà fragile? Vous avez évoqué les ordres, mais auront-ils les données et les outils pour renforcer efficacement ces contrôles? Et très concrètement, faut-il faire évoluer, selon vous, notre arsenal législatif? Monsieur le rapporteur général, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne l'ensemble des interventions de manière à ce que vous puissiez, Monsieur le Premier Président, ramasser vos réponses. Alors, je donne tout de suite la parole à Joëlle Mélin pour le groupe du Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci effectivement pour ce nouveau rapport. Et on peut dire que décidément, la loi organique de mars 2022 tient toutes ses promesses. La conjonction de parution du rapport d'application de la loi de finances de sécurité sociale N-1 et le rapport de certification font apparaître, même aux yeux les plus incrédules, la réalité des chiffres. Les comptes sociaux, et c'est vous qui le dites, sont hors de contrôle. Pourtant, tout est écrit depuis longtemps. Tous les ans, depuis 1996, nous dépensons 10 milliards de plus que nos recettes, soit 300 milliards de dettes en capital, et on ne parle pas des intérêts payés depuis. Depuis 2017, la dynamique s'est accélérée. La Cades ne peut plus rien absorber. C'est donc aujourd'hui la COS qui est obligée d'assumer. Elle a déjà un plafond d'emprunt de 65 milliards cette année, 113, semble-t-il, en 2028. Et on rêve. Et maintenir la Cades en vie ne suffira pas. Il y a urgence à faire des prévisions réalistes de croissance comme sur l'emploi, et il faut mettre les comptes totalement à plat. Il faut réintégrer les dettes portées sur d'autres budgets, en finir avec le brouillard budgétaire qui plombe 70% des 5 branches et de la COS, comme le montre très bien le rapport de certification, sans doute pour plus de 15 milliards d'économies potentielles. Récupérons les créances et les indus, aussi bien sur les comptes de bénéficiaires nationaux qu'étrangers, comme le montrent les 16 milliards perdus en 3 ans sur la branche famille. Sortons de l'ODAM, dispositif moribond et inadapté de la maîtrise comptable, alors que seule la maîtrise médicalisée pourrait être efficace. Vos pistes de dépenses et d'amélioration sont très évidemment intéressantes, voire même tombent sous le sens, mais elles sont déjà inefficientes, faute de la rigueur nécessaire. Vous nous avez parlé de cohérence, comme il est dit dans le rapport lui-même, mais cela est parfaitement insuffisant pour masquer l'état de déliquescence totale de nos comptes. Alors, en un mot, faisons les comptes avant de faire des réformes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Michel Lozana pour le groupe Ensemble pour la République. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci d'être encore devant cette commission. Le rapport que vous présentez, ça a été déjà redit, montre un constat très préoccupant, la perte des maîtrises des comptes sociaux, ce qui nous oblige à avoir une réflexion, y compris peut-être plus structurelle. Et la branche maladie concentre une très grande partie de ce déficit. Alors, tout d'abord, une remarque générale. On voit tous les leviers que vous nous proposez d'activer, qui sont très nombreux et qui sont peut-être le reflet de la complexification de notre système social. Donc, y a-t-il déjà des possibilités de simplification de ce système social? Une piste peut-être, certains ont parlé des allocations, de regroupement de certaines allocations ou autres. Est-ce que vous voyez là des pistes d'économie structurelle? Ensuite, vous avez décrit à un moment le coût de l'innovation à travers les médicaments innovants. C'est une de mes préoccupations importantes.
Sauf que le coût de ces médicaments innovants est très difficile à évaluer parce que, je prendrai un exemple, il y a des médicaments qui ne guérissent pas des maladies mais qui permettent parfois à des personnes de reprendre une vie sociale ou de se réinsérer dans l'emploi. Et notre système d'évaluation est très compliqué justement pour prendre en compte ces données qu'on appelle de vie réelle et sur lesquelles les associations travaillent beaucoup. Donc nous ne devons pas, nous, avoir une réflexion globalisée sur toutes les innovations qui vont être vraiment, qui vont bouleverser, me semble-t-il, notre système hospitalier et de santé. Et accessoirement, vous parlez à un moment d'intelligence artificielle à l'hôpital, mais on l'a vu dans la numérisation de l'hôpital, c'est parfois une source de complexification. La numérisation à l'hôpital, c'est les infirmières qui passent beaucoup de temps à rentrer des données dans leur ordinateur et qui sont moins au pied du patient. Donc, est-ce que cette intelligence artificielle ne doit pas être vue juste sur la simplification et l'efficience de notre système hospitalier et de santé? Merci beaucoup. Je devais donner la parole à Ségolène Amiot pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moscovici, à la veille de l'annonce de Bayrou sur le plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur 3 ou 4 ans, la Sécu est déclarée hors de contrôle en crise de liquidité. Avec une énième panique morale, je dois le dire, le rapport que vous nous présentez ne contient aucune information inédite. Ce qu'il faut retenir est écrit à la première page. Le niveau d'endettement de la Sécu n'est pas dû au fait que les dépenses ne sont pas maîtrisées. Certes, l'augmentation de la dette de la sécurité sociale est portée à 90% de la branche maladie, mais le rapport précise que la cause vient du prélèvement des recettes insuffisantes. Les derniers gouvernements ont définancé la solidarité nationale. Pour faire face à la stratégie est toujours la même, réduire un maximum de dépenses au détriment des assurés et des professionnels et la lutte contre la fraude sociale, ce qui est loin de permettre des économies pérennes, bien au contraire. Vous détournez les yeux de l'éléphant au milieu de la pièce, à savoir la dette Covid, qui aurait dû être assumée par l'État et compensée à l'euro près, comme le prévoit la loi Veil. Mais le gouvernement a transféré à la Cades, et boum, les exonérations fiscales, de cotisations sociales, etc., augmentent et représentent aujourd'hui près de 100 milliards d'euros par an. Dans le détail, ce sont 77 milliards d'allègements et d'exonérations de cotisations patronales, plus 50 milliards depuis Macron, plus 20 milliards d'exemptions sur les contournements de salaires. Les exonérations atteignent des proportions délirantes, 31 milliards pour les salariés au-delà de 2 000 euros, à savoir 13% de la masse salariale globale. Elles représentent plus de 50% du montant des cotisations dans l'hôtellerie, la restauration et près de 40% dans l'agroalimentaire, qui pourtant engrangent des surprofits record. Les entreprises de plus de 500 salariés captent plus de 40% de cette somme. Alors pourquoi, alors que la Cour recommande de compenser les exonérations et de diminuer les exemptions de cotisations, personne n'en parle? Pourquoi ne pas revenir sur ces exemptions, sur les assiettes de contournement, sur les salaires divers comme la prime Macron, les stock options, la retraite par capitalisation, l'intéressement, les tickets resto, qui représenterait déjà plus de 20 milliards d'euros. Merci. Merci beaucoup. Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Vous saluez à nouveau. Vous êtes quasiment un membre d'honneur de la Commission des Affaires sociales en ce printemps. Vous remercier pour, évidemment, le travail qui est fait et rebondir sur la palette des mesures que vous envisagez. Évidemment, il y a des économies à faire sur l'angle de l'efficience et de l'efficacité de la dépense publique, et la sécurité sociale n'y échappe pas. Je souscris à votre approche qui consiste à dire, je vous cite, « pas de rabot, pas de tronçonneuse, les économies peuvent améliorer la qualité. » Nous sommes disponibles pour effectuer ce travail. Deuxième pilier sur lequel beaucoup insistent, et vous le mentionnez, c'est évidemment la lutte contre la fraude dans la globalité de la fraude, qui est celle aux cotisations sociales, qui est celle à la prescription, qui est celle des professionnels de santé et qui est celle aussi des assurés sociaux ou des usagers.
Ces deux piliers doivent évidemment être complétés par un troisième qui est celui de la question des recettes. Et je trouve qu'elle est abordée trop à bas bruit. Vous insistez dans ce rapport sur l'efficacité des exonérations de cotisations sociales et merci de nous aider dans le combat qu'on était plusieurs à mener ici, dans le rapport que j'avais fait avec Marc Ferracci, dans le prolongement du rapport Bozio-Wasmer, de nous dire enfin que vous estimez que le point de sortie à 2,5 SMIC constituerait quelque chose de pertinent qui n'affecterait pas ni la compétitivité ni l'emploi. Par contre, je ne vous vois pas réinsister, je termine par là, sur les apports que vous aviez formulés dans votre rapport de 2024, sur ce qu'on appelle improprement les niches sociales, les exemptions d'assiettes. C'est 85 milliards ou 87 milliards, je termine, de compléments de salaire, dont une grande partie ne participe pas au financement de la sécurité sociale. Et donc, s'il faut un cocktail, il faut un cocktail qui repose sur ces trois mesures. Quelles sont celles, en termes d'exemption d'assiettes, que vous souhaitez remettre sur le métier? Et puisqu'on parle de métier et de travail, ora et labora, c'était la devise des moines bénédictins, prix et travail. Très bien, on y revient. Fabien Di Filippo pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans ce débat autour de la dépense sociale, merci beaucoup pour votre rapport, et sur le dérapage, et vous l'avez dit avec des mots très forts, elle serait aujourd'hui hors de contrôle, et je crois que c'est un constat structurel dans chacune des branches de la sécurité sociale si on regarde l'avenir en face. La première des choses, effectivement, c'est que ce dérapage est continu. Quand on double le déficit de la sécurité sociale en 2 ans, qu'on atteint ces proportions-là avec 20 milliards d'euros à trouver pour équilibrer les comptes, rien que sur la partie sociale, c'est quelque chose qui peut déraper très vite, qui est très inquiétant. Eh bien, le corollaire, c'est l'acceptabilité sociale. Et on le voit bien avec les annonces et du président de la République et du Premier ministre sur de la TVA supplémentaire, avec la proposition de réforme de la convention des chauffeurs de taxi. Les acteurs économiques s'adoptent toujours à ce qu'on leur dit. Les chauffeurs de taxi ont construit le modèle de leurs entreprises sur la base de la convention qui leur était donnée. Et moi, je me rappelle des années du quoi qu'il en coûte, où rien n'était trop beau dans certaines perspectives électorales et où on ne comptait pas à la dépense. Eh bien, aujourd'hui, le revers de la médaille, c'est que nos concitoyens ne sont pas prêts à entendre parler de taxes supplémentaires tant qu'on n'aura pas mis des économies concrètes en place, des économies tangibles et des économies réalisées. Alors, j'ai 3 questions. La première qui concerne justement ces économies et leur montant surtout. Si, sur l'année prochaine, on mettait en place un gel des aides sociales, c'est-à-dire des prestations sur la partie des prestations non contributives. Si on les gelait, combien cela nous ferait-il économiser par rapport aux perspectives d'inflation? Deuxièmement, vous avez parlé aussi avec des mots assez forts des pensions, des retraites versées à des personnes résidant dans les pays étrangers. On sait qu'il y a déjà un certain nombre d'efforts qui ont été faits. Dans votre propos liminaire, vous avez parlé de travailler avec des partenaires sur place pour s'assurer que les bénéficiaires soient toujours en vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça pourrait se traduire? Quel montant on peut envisager, parce que quand on parle de 6 milliards de pensions versées à l'étranger, ce n'est pas 6 milliards d'économies potentielles, mais il faut qu'on soit capable de mettre un chiffre là-dessus pour être très précis. Et puis troisièmement, les arrêts maladie. Quand on voit les proportions que cela prend, vous mettez en exergue la branche maladie qui présente à elle seule 90% du déficit de la sécurité sociale. Les arrêts maladie en 10 ans ont augmenté de 30%. Les conditions de travail ne se sont pas dégradées de 30% en 10 ans. Pourquoi n'est-on pas capable de fermer les sites frauduleux qui proposent des arrêts maladie sans consultation médicale? Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de contrôle sur certains médecins qui, malheureusement, répètent les arrêts maladie tous les 3 jours sans que cela ne donne lieu à des actions de la part de l'ARS ou de la CPAM? Merci voilà, en tout cas pour les pistes que nous souhaitons explorer avant d'aller de nouveau mettre à contribution nos compatriotes et notamment ceux qui travaillent. Merci. Monsieur Davy pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Pierre Moscovici. Alors, depuis la création de la sécurité sociale, on a toujours essayé de mettre en avant sa dette pour organiser la baisse des prestations. Dans son excellent livre sur la bataille de la sécurité sociale, Nicolas da Silva rappelait des débats parlementaires en 1947 sur la dette de la sécurité sociale et le fait qu'elle n'était pas pérenne. Voilà, donc... D'ailleurs, je fais une seule remarque, c'est que quand la sécurité sociale a été créée, la France était bien moins riche, et donc il est possible de dégager de nouvelles recettes pour faire face à nos besoins. Alors, le président l'a bien rappelé, et j'ai bien aimé son rapport introductif,
Quand on a un déficit, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les recettes et les dépenses. Donc, je pense qu'il faut examiner les deux, et c'est ce que vous avez fait, et c'est bien. Bon, mais en réalité, tant que le taux de cotisation était ajusté aux besoins, on n'avait pas de déficit jusque dans les années 80. C'est quelque chose qui est arrivé à partir des années 80, quand on a arrêté d'ajuster le taux de cotisation. Alors, en ce qui concerne le groupe écologiste et social, on avait proposé au projet de loi de finances de la sécurité sociale une série d'amendements pour augmenter les recettes, au moins 20 milliards de recettes supplémentaires. Je vous rappelle ce qu'on avait proposé et qui rejoignent en partie une partie de vos propositions. On avait proposé un nouveau modèle d'exonération de cotisation sociale, plus lisse, qui permettait de dégager 13 milliards d'euros. Ça ressemble un peu à ce que vous proposez. Et alors, concernant les effets de la suppression des 80 milliards d'euros de cotisation sociale, les économistes sont en réalité assez en désaccord sur les effets de ces exonérations dans le passé. Et l'effet sur l'emploi, d'ailleurs, est assez discutable une fois qu'on inclut les effets de la croissance. Enfin, avec 80 milliards, on perdrait, si on revenait, moi je ne propose pas de revenir sur les 80 milliards, mais sur 13 milliards, mais si on revenait sur les 80 milliards d'euros, vous dites on perdrait 1 million d'emplois. Oui, mais avec 80 milliards d'euros, on pourrait recruter 2,5 millions de fonctionnaires. Alors avec ce petit jeu de calcul, et oui, faites un petit calcul, vous verrez. Et oui, c'est le calcul que j'ai fait et ça me fait marrer. Alors, autre proposition qu'on a faite, la hausse de la CSG sur les revenus du capital, 5 milliards d'euros. Enfin, sur les dépenses, parce que vous avez raison, il faut travailler sur les dépenses, il faut limiter le recours au privé lucratif et à plus long terme, il faut développer surtout une santé publique et une approche One Health avec moins de pollution, moins d'alcool, moins de tabac, moins de pesticides. À la fin, c'est moins de malades et c'est moins de dépenses. Et ça, c'est la seule solution, la vraie solution pour limiter les dépenses de santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Carl Grelier pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président de Chambre, Messieurs les rapporteurs généraux. Vous attirez l'attention de l'ensemble de l'opinion publique sur la dérive financière de la trajectoire des comptes de la protection sociale déjà depuis plusieurs années. Depuis plusieurs mois, vous montez le ton avec une terminologie qui était peu habituelle de la part de la Cour des comptes. Ma première question est relativement simple, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été entendu par les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez le sentiment que dans les préparatifs de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les premières mesures correctives que vous proposez ont déjà été prises en compte? Et puis, dans cette chronique qui pourrait s'apparenter à la chronique d'une mort annoncée de la sécurité sociale, j'ai un point de préoccupation supplémentaire au vôtre, Monsieur le Premier Président. Vous avez indiqué qu'effectivement, sans doute en 2027, la cause connaîtrait-elle des difficultés de liquidité. Est-ce qu'il ne vous semble pas, au regard du poids des intérêts de la dette dans le budget de l'État, que l'on peut aussi légitimement s'interroger sur la capacité pour l'État à effectuer son reversement de TVA annuel à hauteur de près de 60 milliards d'euros à la sécurité sociale, à compter de 2027, quand la Cour évalue elle-même à près de 120 milliards d'euros le poids de ces intérêts dans le budget de l'État? Je vous remercie. Merci beaucoup. Nathalie Colin-Osterlé pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Merci tout d'abord, Monsieur le Premier Président, pour la clarté et l'exigence de ce rapport. Il dresse un constat implacable. La trajectoire de nos comptes sociaux est désormais hors de contrôle. Le déficit des régimes obligatoires atteindra 22 milliards d'euros en 2025 et aucune branche ou presque n'échappe à cette dégradation. Alors, vous le dites très justement, nous sommes entrés dans une spirale dangereuse d'endettement, sans filet ni stratégie de redressement crédible à ce jour. Nous partageons vos analyses, tant sur le besoin urgent de mieux maîtriser l'ONDAM que sur la nécessité de réguler les dépenses hospitalières, de reprendre en main le coût des allègements généraux ou encore de renforcer le pilotage des fonctions support dans les établissements. Vos préconisations qu'il s'agisse de renforcer la traçabilité budgétaire, de moderniser la gestion des indus ou de réguler plus strictement les dispositifs comme l'intérim paramédical sont non seulement fondées mais incontournables si nous voulons restaurer la soutenabilité de notre système. Mais, Monsieur le Premier Président, la lucidité ne suffit pas. L'horizon d'action est aujourd'hui obstrué par une instabilité politique durable. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et, il faut le dire, les oppositions se rejoignent bien souvent uniquement pour bloquer. Or, les réformes que vous préconisez supposent de la constance, du courage et, disons-le, du consensus parlementaire large. Alors, ma question est simple. Selon vous, dans la configuration actuelle de cette Assemblée, par quel levier, avec quelle priorité pourrions-nous construire les bases d'un redressement de notre système social? Quelles mesures pourraient, selon vous, faire consensus dès cette année pour reprendre le contrôle de notre trajectoire budgétaire sans sacrifier ni la qualité du soin, ni la justice sociale? Je vous remercie.
Très bien, merci beaucoup. J'ai 2 orateurs qui se sont inscrits, donc je vous propose de prendre tout de suite là aussi les interventions, de manière à ce que le Premier Président puisse ramasser l'ensemble de vos questions. Enfin, ramasser les réponses à l'ensemble de vos questions, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je voudrais revenir sur le financement de la branche de l'assurance maladie, notamment sur le financement des établissements de santé. D'ailleurs, permettez-moi d'alerter sur ce sujet, mais vous l'avez dit, les établissements de santé sont en déficit de presque 3 milliards. On voit bien que le modèle économique qui repose sur une production de soins ne marche plus. Vous proposez de plafonner l'intérim paramédical, de rendre plus efficients les fonctions support, ce que nous sommes évidemment en accord avec cela. Mais comme réforme structurelle, pourquoi ne pas proposer, par exemple, de sortir l'investissement des tarifs hospitaliers ou encore de faire un vrai virage ambulatoire en faisant converger les modes de rémunération des médecins pour faire une vraie transformation du financement du système de santé. Parce que je crains en effet que la mesure que vous abordez, que vous évoquez de revoir la carte hospitalière soit plus dure et moins efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paul Christophe. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, il est évident que notre système de financement donc, de santé est à bout de souffle. Toutes les branches donc, seront déficitaires d'ici peu, vous l'avez précisé. Moi, j'entends ceux qui promettent de taxer toujours plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à taxer d'ailleurs. J'entends ceux qui, avec force, veulent taxer la croissance, tout en prônant la décroissance à coup de bifurcations diverses. En somme, taxer l'activité tout en la faisant disparaître. Alors, je souscris bien évidemment au besoin de redresser nos comptes avec un équilibre indispensable entre le contrôle d'une trajectoire budgétaire cohérente et sincère, mais sans sacrifier ni la qualité du soin, ni la justice sociale. Mais en définitive, ne sommes-nous pas arrivés à la fin d'un système pensé après-guerre, au moment où les ressources du pays étaient extrêmement faibles et consacrées plutôt à la reconstruction et à la relance, et où nos prédécesseurs ont eu l'idée, finalement, de s'appuyer sur le rapport démographique, un choix qui va s'avérer extrêmement payant grâce au baby-boom, mais qui aujourd'hui, compte tenu de l'écrasement de la courbe des naissances depuis plusieurs dizaines d'années, s'avère intenable. En somme, le financement de la sécurité sociale, du système de retraite, ressemble aujourd'hui plutôt à une pyramide de Ponzi. Ne faudrait-il pas alors repenser, selon vous, structurellement le financement et le fonctionnement de notre modèle social? Voilà ma simple question. Très bien. Écoutez, Monsieur le Président, des questions d'ampleur diverses, mais je vous rends le micro. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés, pour ces questions, remarques toujours étayées et constructives. Je vais commencer par les questions du rapporteur général. Alors, sur 4 critères, nous fondons-nous pour considérer qu'un endettement supérieur à 70 milliards d'euros pose un problème de liquidité pour l'ACOSS. Depuis 20 ans, les montants de dette pris en charge par l'ACOSS ont toujours été inférieurs à 35 milliards d'euros. L'essentiel de la dette sociale étant supporté par la CADES, sauf en 2010, en 2020, en 2021, mais là, 2020-2021, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Pour financer cette dette, l'ACOSS ne recourt plus dans la pratique aux avances de la Caisse des dépôts et consignations, mais se finance exclusivement sur les marchés monétaires. La vocation de ces marchés, c'est seulement de financer les besoins de trésorerie à court terme. Et l'ACOSS est déjà le premier émetteur non bancaire en Europe. Au regard de la vitesse d'aggravation des déficits prévus, les émissions de l'ACOSS renoueront avec les plafonds historiques en 2026, 46 milliards d'euros. Et ce besoin va doubler d'ici à 2027 à 90 milliards d'euros, si rien n'est fait sur la trajectoire des déficits et sur les conditions de leur financement. Remarque générale, on peut dire tout ce qu'on veut, chercher toutes les recettes du monde, mais il ne faut pas nier la réalité du déficit ou de la dette. Pour aucune formation politique qui prétend à gouverner ce pays, ça n'a de sens. Après, il y a plusieurs manières d'y remédier. Mais ça, c'est un fait massif. C'est l'éléphant dans la pièce, quand même. On ne peut pas en faire abstraction. Nous ne savons pas dans quelle mesure les marchés seront en mesure
d'absorber une telle augmentation du besoin de financement. Mais déjà, en 2020, c'est vrai que c'était dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, ils ont fermé pendant plusieurs semaines. Ça plaçait la Crosse déjà dans une crise de liquidité, telle que l'État a été contraint de prendre des mesures d'exception, constituant un pool bancaire appuyé par la Caisse des dépôts pour éviter une interruption du paiement de certaines prestations. Et on a quelques craintes là, à ce sujet-là. Voilà le raisonnement qui étaye, si vous voulez, nous ne parlons pas de certitude de crise de liquidité, nous parlons de risque. Oui, je maintiens que ce risque existe. Et d'ailleurs, autre réflexion générale, en France, on a toujours tendance à penser qu'il ne va jamais rien nous arriver. On n'est pas pareil que les autres. Ouais, on est pareil à nous-mêmes, on a quand même beaucoup d'atouts, mais on n'est pas différent des autres. On n'est pas à l'écart d'un accident ou d'un incident. On peut toujours être rattrapé par la patrouille. Et ça, il faut y être extrêmement vigilant. Sur la sous-compensation des allégements généraux par l'État et leur impact sur la dette sociale, le chapitre sur les allégements généraux montre bien l'enjeu central d'un financement stable pour notre sécurité sociale. Nous proposons plusieurs pistes. D'abord, un meilleur suivi de la compensation par l'État, notamment dans les annexes du PLFSS. Surtout, il nous semble qu'un meilleur profilage des allégements généraux peut être retrouvé. Pour cela, nous suggérons notamment d'élargir l'assiette des exonérations pour y inclure les compléments de salaire, notamment l'intéressement et la participation. Et au passage, je réponds donc à la question de Jérôme Guedj, que je remercie de sa nomination, de m'avoir nommé membre honoraire de la Commission des affaires sociales. Ça fait partie des trucs que je n'ai pas encore fait, mais je suis extrêmement flatté de cela. Comme je vais répondre à Mme Colin Hursterley, je suis encore plus flatté de ce qu'elle m'a dit, parce que alors là, elle m'a carrément nommé magicien. Par ailleurs, comme un rapport de votre commission l'avait déjà proposé en 2023, et comme les études sur le sujet le montrent, les exonérations de cotisation d'allocation familiale, ce qu'on appelle le bandeau famille, qui s'applique jusqu'à 3,3 SMIC, devrait être centré vers les salaires à 2,5 SMIC. Et là, il y a une source d'économie qui peut être de quelques 3 milliards d'euros. Voilà quelques pistes sur les allégements généraux. La réglementation sur le cumul de retraite, emploi-retraite, est très favorable. Dans la plupart des pays comparables, la possibilité de cumuler sans limite la retraite et un salaire n'est accordée qu'à partir de l'âge correspondant en France à l'obtention automatique du taux plein, c'est 67 ans. Or, c'est dès 62 à 64 ans en France pour ceux qui ont tout leur trimestre. La reprise d'une activité ne permet généralement pas d'acquérir des droits à retraite supplémentaires. Nous avons chiffré qu'une remise en ordre de cette réglementation, en ligne avec la situation des pays européens, permettrait d'économiser environ 500 millions d'euros chaque année. Et pour ça, nous proposons l'écrêtement des pensions à hauteur de tout ou partie des revenus d'activité pour les cadres et pour les personnes parties en retraite dans des dispositifs de retraite anticipés pour carrière longue qui continuent à travailler. Je parle bien, encore une fois, des cadres, des personnes parties en retraite dans ce cadre-là. Pour ce qui concerne les constats relatifs à la non-consommation des crédits, les ARS qui sont chargés d'exécuter les crédits des établissements médico-sociaux ont parfois du mal à déployer l'offre. Entre 2022 et 2023, 1 milliard d'euros de crédits n'ont pu être exécutés conformément à leur objet. C'est le double des montants d'avant la crise sanitaire. Selon nous, la difficulté vient de grands plans d'investissement décidés au plan national qui peinent en vérité à se décliner en emploi concret des crédits. Et nous préconisons donc que les besoins de trésorerie des ARS soient mieux contrôlés et que l'utilisation de ces crédits en lien avec les plans nationaux d'aide à l'investissement soit renforcée. Enfin, vous m'avez posé une question sur le risque de financiarisation d'une partie du secteur, qui est un secteur normalement protégé par une réglementation forte, puisque, faute de financement, en effet, de jeunes professionnels peuvent se tourner vers des financeurs qui, de leur côté, peuvent chercher à altérer leur indépendance et à modifier leur officine en quelque chose d'un peu différent, qui ressemble, c'est vrai, davantage à un grand magasin, ou à une grande surface, ou à une moyenne surface, qu'à une pharmacie avec tout le service qu'on y trouve. Nous savons cela, nous le voyons ici ou là. Nous faisons donc une recommandation finalement assez simple, qui est que l'ordre des pharmaciens devrait être compétent pour examiner les actes contractuels qui permettent l'installation d'une pharmacie. Il devrait ainsi être en mesure d'autoriser ou de refuser l'installation si les conditions financières ne lui paraissent pas garantir l'indépendance des professionnels de l'officine. C'est une recommandation qui, pour le coup, est simple, pratique, opérationnelle et qui permettrait de conserver, de préserver ce à quoi nous sommes attachés, c'est-à-dire l'indépendance professionnelle de ces officinaux qui sont devenus de plus en plus indispensables à notre système de santé. Madame Mélin ne m'a pas précisément posé de questions. Je veux quand même lui faire une réponse. Elle termine en disant que il faut des comptes avant la réforme. Je lui dirais qu'il faut des réformes pour améliorer les comptes.
donc on sera peut-être d'accord quelque part. Monsieur Lozana, c'est vrai que la Cour n'a pas traité de changement du modèle social. C'est votre question sur l'évolution des prestations. Sur les innovations médicamenteuses, l'objectif, c'est de maîtriser les prix. C'est la négociation avec les entreprises et le volume dans certains cas. Et là, je renvoie à ce que nous avons présenté dans le rapport sur l'assurance maladie que j'étais venu évoquer devant vous ici. Sur les simplifications, une étape importante est déjà de développer les échanges de données, ce qui est fait par exemple pour apprécier les conditions de ressources du RSA et de la prime d'activité depuis mars 2025, avec l'utilisation de dispositifs de ressources mensuelles. Nous attendons beaucoup en fait de progrès dans la matière et il faudra, si l'expérimentation est concluante, la généraliser. Nous pensons qu'il faut aller dans ce sens. Madame Amiot, j'ai déjà un peu répondu sur un point qui pour moi est central, c'est-à-dire la nécessité de considérer la réalité de la situation de la dette sociale. On ne fait jamais de bonne politique publique à partir d'une analyse qui n'est pas celle de fait. Et ce que la Cour apporte, c'est justement ça, c'est une analyse objective et chiffrée des faits. On n'a pas d'autre prétention. La Cour n'est pas un pouvoir, n'est pas un contre-pouvoir. C'est à vous de décider. C'est vous l'expression de la souveraineté populaire, c'est le gouvernement et l'exécutif. Nous sommes là pour produire des faits, pour éclairer votre travail, pour l'aider en tout cas, et pour éclairer aussi, pour informer le citoyen. Alors la dette sanitaire, on ne peut pas la nier, elle a été reprise par la CADES, ce qui n'est pas illogique car c'est exceptionnel, mais le sujet est différent hors crise, et nous sommes hors crise. Car les dépenses doivent être maîtrisées pour éviter de générer un déficit structurel. Toutes les propositions qu'on peut faire sur les recettes n'évitent pas ce problème qui est celui de la dérive des dépenses. J'ai déjà répondu à Jérôme Guedj. Je me contente d'ajouter une chose, monsieur le député, c'est que nous n'avons pas abandonné la question des niches sociales. Bon, la méthode du RALF, ce n'est pas chaque année de refaire le même rapport. C'est d'une part d'avoir une analyse financière, et puis ensuite de jeter des coups de projecteur à travers des rapports particuliers sur des postes de dépenses ou des mesures. Et donc, finalement, ça s'empile, ça s'ajoute, ça ne se remplace pas. Oui, la question des niches sociales est une question absolument légitime. J'ai répondu sur un point particulier, c'est-à-dire sur la participation et l'intéressement. Monsieur de Philippot, oui, j'ai corrigé. Vous m'avez interrogé sur le gel des prestations sociales. Effectivement, nous ne l'avons pas calculé. Sur les économies générées sur les fraudes à la retraite à l'étranger, avec cette situation invraisemblable de décès non dissimulés, c'est 100 millions d'euros au total, d'après nous. Les autres versements de pension sont légitimes. On n'est pas en train de considérer que toute personne qui a une pension de retraite à l'étranger doit être traquée. Simplement, il y a des comportements excessifs. Ça va mieux d'ailleurs, probablement, mais qui peuvent être rectifiés. Sur les intérims journalières, nous proposons d'arrêter les arrêts papier pour éviter les dérives. Ça, c'est une proposition qui était déjà dans notre rapport de 2024. À Monsieur Davy, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le fait que la dette est là et qu'on ne peut pas l'éviter. Vous devez être beaucoup plus fort que moi en calcul, parce que l'idée qu'en supprimant ces exonérations, donc par rapport à 1 million, on pourrait créer les 2,4 millions d'emplois de fonctionnaires. Ça supposerait que le coût des exonérations serait 2,5 fois inférieur à celui de la création d'emplois, ou alors on les paierait très mal. Après, il faudrait quand même avoir l'idée qu'on a besoin de recruter 2,4 millions de fonctionnaires dans ce pays, ce qui ne fait pas un consensus total, ni sur vos bancs, ni dans la population. C'est un calcul. Mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait possible d'agir sur ces exonérations. Ce n'est pas du tout la perfection. La sécurité sociale, d'ailleurs, ne perd pas 80 milliards, puisque l'État compense à environ 75 milliards, donc l'écart est seulement de 5 milliards. Par ailleurs, j'ai dit qu'on pouvait très bien améliorer la gestion, qu'il y avait sans doute des économies à faire, de l'ordre de quelques milliards d'euros. Ce n'est pas un sujet tabou, mais on doit tous être conscients que ce mécanisme qui existe depuis 30 ans, en réalité, qui donc a traversé beaucoup de gouvernements, beaucoup d'alternances, est un mécanisme qui protège des emplois au niveau des bas salaires. C'est plutôt dire au niveau des plus hauts salaires que nous proposons d'ajuster les choses avec la proposition de baisser les plafonds.
Monsieur Grelier, il y a une volonté affichée de mieux maîtriser l'Ondam. C'est vrai, mais toutes les mesures, on le sait, n'aboutiront pas. Et le constat que nous faisons, c'est que 1 milliard d'euros d'économies prévues n'ont pas été réalisés en 2024. Donc là, il y a une amélioration générale de la gestion. Alors, Madame Colin-Sterling, vous m'avez demandé comment faire avec votre assemblée. Je me souviens que après je ne sais plus quelle élection, Jean-Luc Mélenchon avait dit « élisez-moi Premier ministre ». On n'élit pas forcément quelqu'un Premier ministre, je ne suis pas Premier ministre. Mais alors, je ne suis pas du tout en situation de vous conseiller. Hein. J'ai totalement perdu la main, ça a l'air très compliqué, je viens de temps en temps, je lis le journal, je regarde la télévision, non, je ne regarde pas la télévision d'ailleurs. Bon, voilà, c'est pour ça que vous... Je disais, nommez-moi magicien. Voilà, c'est pas élisez-moi Premier ministre, c'est nommez-moi magicien, pour savoir quoi. Non, plus sérieusement, bon, ce que je crois, c'est que, et ça c'est le message du président de la Cour des comptes, on est comme dans une situation de finances publiques extraordinairement préoccupante. Personne ne peut l'ignorer. J'ai quand même fait pendant 30 ans de la politique. J'ai siégé parmi vous, pas dans cette commission, mais j'ai été élu 3 fois ici. J'ai été ministre pendant 7 ans. Je ne suis pas non plus un novice complet en la matière. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas complètement. Mais ce qui me frappe, c'est que le préalable doit être, pour ça que j'y insiste, ne pas nier la réalité de notre dette. Il y a ici des hommes et des femmes qui ont des convictions très différentes, mais qu'on soit de droite, de gauche, d'ailleurs. Il faut toujours partir de l'idée qu'il y a une dette et que la dette publique est l'ennemi de l'économie et l'ennemi de toute politique publique. Si en presque 40 ans de vie publique, il y a une seule chose que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas faire de bonne politique publique sans finances publiques saines. Pierre Mendès France disait que les comptes en désordre sont le signe des nations qui s'abandonnent, je le pense profondément. Et donc déjà, il faudrait qu'il y ait un consensus minimum sur ce fait. Nous dépensons trop, nous avons des déficits trop élevés. Notre dette est un problème massif. Et l'année prochaine, quand je reviendrai devant vous, si tout va bien, nous aurons une charge annuelle de la dette globale qui sera le premier budget de la nation. Ce sera la première fois dans notre histoire financière. Et comment voulez-vous, vous avez ici des préférences différentes, financer des politiques pour l'éducation, la sécurité, la protection sociale, l'innovation, enfin, que sais-je, quand vous avez 100 milliards d'euros de charges de dette. Nous connaissons les défis du pays. C'est l'écologie. Ça ne va pas s'arrêter, le besoin de transition écologique. C'est l'innovation et la recherche, justement, sur lesquels nous décrochons. C'est le besoin de renforcer notre défense face à des dangers géopolitiques. C'est le vieillissement. Nous ne serons incapables de financer tout ça si nous ne traitons pas cette question. Alors après, il faut donc de la lucidité. Nous sommes là pour essayer d'apporter un élément de cette lucidité. Il faut de la volonté politique partagée. Il faut de la pédagogie à l'égard de nos concitoyens. Ils savent tout ça. Moi, je suis très frappé. Je ne suis plus justement un homme politique. Il y a de très nombreuses personnes. Maintenant, m'arrête dans la rue et vous avez raison. Je ne sais pas ce qu'ils votent. Mais ils savent tous que ce que nous disons, ce n'est pas la vérité révélée. C'est la réalité des chiffres. Et à partir de ce moment-là, nos concitoyens sont très au courant. Ils sont très inquiets. Et ce qu'ils attendent de nous tous, chacun à notre place, c'est cette pédagogie pour cet effort. Combien il est, comment on le fait. Ensuite, bien sûr, après, il faut la décision. Je ne désespère pas. Je pense que même avec une Assemblée nationale très compliquée, on doit pouvoir trouver des chemins qui sont forcément des chemins de compromis. Mais après, le partage entre les uns et les autres, qui paye, quels sont les niveaux d'administration concernés, quels sont les citoyens qui sont mis à contribution, quel est le partage entre la dépense et la fiscalité. Tout ça, c'est le débat démocratique, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Voilà ma réponse qui n'est pas magique, mais qui essaie d'être un peu pédagogique. Madame Rist, on va traiter du système de rémunération des médecins dans un prochain rapport. Nous avons proposé ce sujet à votre commission, car c'est maintenant un sujet central pour chercher l'efficience. Donc, je reviendrai devant vous, pas dans les prochaines semaines, je vais faire une petite pause de membre honoraire de la commission des affaires sociales, mais on reviendra, parce que c'est un rapport que je crois la commission a demandé dans le cadre de nos excellentes relations, très suivies, qui font que vous avez le droit de nous demander un certain nombre de rapports annuels que nous faisons toujours avec un grand plaisir, et j'ajoute avec une particulière diligence. Les équipes apportent toujours un soin particulier à répondre dans les délais et dans les meilleures conditions au rapport parlementaire. C'est un motif de fierté sans doute pour nous.
Enfin, Monsieur Christophe, je vois bien votre question, mais c'est vrai que, alors pour le coup, nous ne sommes pas un pouvoir, nous ne sommes pas un contre-pouvoir, nous ne sommes pas à la place du gouvernement, nous restons à notre place. Et pour le coup, nous n'avons pas traité d'une transformation du modèle social actuel. Je terminerai simplement par, en reprenant la conclusion de mon propos initial. Oui, la sécurité sociale, c'est vraiment un trésor national. Je ne crois pas du tout qu'il faille remettre en cause notre système de protection sociale. Il a 80 ans, il a fait ses preuves. Nos concitoyens y sont fondamentalement attachés. On le voit à travers des exemples macro, et même un exemple micro. Cette fameuse grève des taxis. Dès qu'on touche à ça, il y a quelque chose qui se hérisse. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il est irréformable. Et il doit l'être, parce qu'il est miné par la dette. Et lui aussi, c'est un édifice magnifique qui se lézarde petit à petit du fait de cette accumulation de déficits et de notre dette. Et le danger vient de là. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'il faut remettre en cause, c'est sa dette qu'il faut réduire. Très bien, Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup de toutes ces explications. Merci, chers collègues, de vos questions et de votre assiduité